à tous et bienvenue sur Transmission Orale. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une tribu africaine et comment son destin tragique a influencé les heures les plus sombres de l'histoire occidentale du XXe siècle. Pour cela, remontons au XIXe siècle, en Afrique australe et dans ce qui deviendra plus tard la Namibie. À cette époque, les différentes tribus sont souvent en guerre les unes contre les autres pour gagner du bétail et des terres. Et c'est ce contexte particulier qui permettra aux Allemands débarquant sur la côte en 1870 de gagner rapidement l'intérieur des terres. Et à partir de là, accrochez-vous bien parce que les chefs tribaux de l'époque, ce sont de vrais girouettes. En 1884, les héros signent un accord de protectorat avec les Allemands. Mais ils se rendent compte très vite que les Allemands n'ont ni les hommes ni le matériel pour les protéger des Witbois. Rajoutez à cela l'impair que commet le gouverneur de la colonie, Ernest Göring, père du très célèbre Hermann Göring, et vous comprendrez donc comment est-ce qu'ils annulent l'accord qu'ils viennent de signer avec les Allemands pour s'allier aux Witbois. Lorsqu'en 1889, les premières troupes allemandes débarquent, Herero et Witbois combattent ensemble contre les colons, jusqu'à ce que le nouveau gouverneur, Theodor Ludwig, oblige Samuel Maharero, chef des Herero, à respecter l'accord signé par son père. Et du coup, Herero et Allemands combattent et soumettent les Witbois, obligeant, après une longue et féroce bataille de 13 jours, le chef Hendrik Witbooi a signé un traité de collaboration avec les Allemands. À partir de 1896, Witbooi et Herero combattent aux côtés des troupes de Ludwig contre les autres tribus rebelles, dans le but d'accroître leur influence, mais aussi de récupérer plus de terres et du bétail, mais aussi plus de main-d'œuvre pour les colons allemands, car tous les rebelles africains faits prisonniers sont envoyés dans des camps de travail. Seulement voilà, les colons se taillent la part du lion, et la quasi-totalité des terres finissent par leur revenir. Au début, Samuel Maharero tente tant bien que mal de consolider son alliance avec le colon. Mais maintenant qu'ils sont installés, certains se livrent en toute impunité à toutes sortes d'exactions. Prenons en exemple le capitaine Zurn, qui imite la signature des chefs Herero pour s'approprier les terres. Et il pratique aussi la violation de sépultures pour en revendre les ossements aux universités en Allemagne. Sans oublier le viol de femmes et le passage à tabac régulier d'Africains. Samuel Maharero, cherchant de nouveaux alliés, écrit une lettre le 11 janvier 1903 aux autres chefs de tribu, les invitant à présenter un front uni contre les colons. Je vous en lis un extrait. Toute notre docilité et notre patience envers les Allemands ne servent à rien, car chaque jour ils nous fusillent pour rien. Mes frères, n'en restez pas à votre premier refus de participer au soulèvement, mais faites en sorte que toute l'Afrique combatte les Allemands. Mourons plutôt ensemble au lieu de mourir de mauvais traitements, en prison ou encore d'autres manières. Étonnamment, cet appel resta lettre morte. Au sud, les Herero en ont marre de subir les oppressions et les injustices de Zone. Ils se soulèvent en janvier 1904 pendant que le gros des troupes allemandes est occupé à combattre les Namas, une autre tribu rebelle. Ils organisent une forme de guérilla et s'attaquent aux fermes des colons qu'ils massacrent, ainsi qu'aux infrastructures coloniales. Ce soulèvement conduit les troupes allemandes et les colons à répondre par des actes de lynchage aveugles. Samuel Maharero rejoint finalement les tribus rebelles Herero et ensemble ils combattent contre Ludwig, remportant même de belles victoires. En Allemagne, la population allemande est choquée par les récits des fermiers survivants et réclame vengeance. Sous la pression de l'opinion publique, Ludwig, qui croit encore à une résolution pacifique, est remercié. Son remplaçant, Lothar von Trotha, impitoyable général du Second Reich, héros et vétéran des guerres austro-prussiennes et franco-prussiennes de 1870 pour laquelle il a été décoré de la Croix de Fer. À l'époque, il est aussi connu pour avoir mené un corps expéditionnaire en Chine contre la révolte des Boxers. Son surnom, le requin.
Quand il débarque avec ses troupes, les héros ont depuis cessé leurs attaques et se sont regroupés sur le plateau de Waterberg, hommes, femmes, enfants et bétail. Car Samuel Maharero s'attend à des négociations avec son ancien allié. Mais Lothar von Trotha ne l'entend pas de cette oreille et il le fait encercler le campement héréro. À l'aube du 11 août 1904, il lance une attaque en donnant pour ordre de ne faire aucun prisonnier. Et pour la petite histoire, les Witbois combattent encore aux côtés des Allemands. Malgré la surprise de l'attaque, certains héros parviennent à briser l'encerclement et s'enfuient par la seule issue laissée libre par les attaquants, le désert. Et c'était là la stratégie de von Trotha, car en amont, il avait asséché ou fait empoisonner la plupart des points d'eau. Il fait poursuivre et repousser les survivants toujours plus loin. De milliers de héros mourront de déshydratation. Afin d'écraser toute forme de résistance, Lothar von Trotha prend en 1904 un Vernichtungsbefehl, qui n'est rien d'autre qu'un ordre d'extermination. Il déclare « Moi, général des troupes allemandes, adresse cette lettre au peuple héréro. Les héréros ne sont désormais plus des sujets allemands. Tous les héréros doivent quitter le pays. S'ils ne le font pas, je les y forcerai avec mes grands canons. À l'intérieur des frontières allemandes, chaque héréro, sans ou avec une arme, avec ou sans bétail, sera fusillé. Je n'accepterai plus désormais les femmes et les enfants. Je les enverrai à leur peuple ou les laisserai être abattus. Voici ma déclaration au peuple héréro. » Et le général von Trotha, les ordres d'extermination, il aime ça. Puisque un peu plus tard, il prendra aussi un autre ordre d'extermination contre les Namas qui se sont rebellés. Dans tout le pays, les soldats allemands dont la haine raciale est alimentée par les récits des atrocités de leurs anciens alliés massacrent les héros, y compris des civils qui n'avaient jamais pris part au combat. Et ce n'est qu'au bout de quelques mois, sous les pressions des opinions publiques nationales et internationales, que l'empereur Guillaume II consent de lever l'ordre d'extermination en 1905. Certains combattants héros rejoignent les Witbois et les Namas. Ensemble, ils s'attaquent aux convois des colons et aux infrastructures coloniales. C'est ainsi donc que le Front uni voulu par Samuel Maharero voit le jour, car ils comprennent bien que les Allemands souhaitent désarmer et contrôler tous les Africains. Les Africains mènent alors péniblement une guérilla. En mars 1906, lorsque le dernier grand chef rebelle, Cornelius Fredericks et ses hommes, sont faits prisonniers, ils sont envoyés dans le camp de concentration tristement célèbre de Shark Island. D'ailleurs, c'est le 14 janvier 1905 que pour la première fois le terme Konzentrationslager, pardon pour mon allemand, soit littéralement camp de concentration, est employé pour la première fois dans un télégramme de la chancellerie. Entre les combats et l'ordre d'extermination de von Trotha, la colonie manque de main-d'œuvre. Les prisonniers de guerre héros, hommes, femmes et enfants, sont envoyés dans des camps pour être utilisés comme travailleurs forcés. Le nouveau gouverneur, von Lindequist, appelle tous les héros n'ayant pas pris part au combat à se rendre dans des zones de rassemblement d'où ils seront envoyés par la suite vers des centres de travaux ferroviaires ou dans des camps de concentration. Exploiter et faire travailler des prisonniers de guerre, ce n'est pas nouveau. Ce qu'il est en revanche, ce sont les conditions dans ceci. Dès leur arrivée, les prisonniers sont catégorisés entre personnes aptes au travail et inaptes. Les guerriers héros sont tatoués des lettres G et H pour héros capturés. Les conditions de vie sont atroces. Pas d'abri ou des abris de fortune. Pas d'installation sanitaire. Les filles et les femmes violées. De milliers de héros meurent dans ces camps de malnutrition et de maltraitance. On voit d'ailleurs très bien dans les rapports de district de l'époque la grande diminution du nombre de prisonniers. Pire encore, le docteur Eugène Fischer, un des plus influents généticiens raciaux de l'époque, qui dirigea l'Institut d'anthropologie, d'hérédité humaine et d'eugénisme de Berlin,
Et qui sera le professeur du célèbre Dr Joseph Mengele, médecin d'Auschwitz, se rend sur place pour effectuer des travaux anthropologiques. Le docteur Fischer va disséquer de nombreux crânes et corps de héros et expédier les cadavres aux universités allemandes, poursuivant le commerce pratiqué par hommes. C'était très courant à l'époque de collecter les restes humains et c'était même un commerce plutôt lucratif. Pour éviter que les rapports sexuels des soldats allemands avec des femmes et héros ne conduisent à la dégénération de la race, il va mener des opérations de stérilisation forcée. La pureté de la race était une préoccupation très importante pour le docteur Fischer. Des têtes de Namas et des héros en provenance des colonies sont étudiés à l'Institut de pathologie de Berlin, confirmant les stéréotypes raciaux répandus à l'époque en Allemagne et permettant de justifier des lois raciales instaurées dans le sud-ouest africain par les Allemands, comme par exemple l'interdiction du mariage mixte. La guerre s'achève officiellement le 31 mars 1907, mais les camps ne seront fermés qu'en janvier 1908. D'ailleurs, par crainte de représailles après la fermeture des camps de concentration, les autorités allemandes décident de ne pas relâcher les Namas. Certains Namas et Witboi, dont des femmes et des enfants, sont envoyés dans une autre de leurs colonies au Cameroun, où la plupart d'entre eux mourront dans des travaux forcés ou de maladies tropicales. Le bilan de cette guerre est terrible. 65 000 héros et 10 000 Namas furent exterminés, soit 80% de la population héros et 50% des Namas. L'Allemagne a reconnu en 2015 sa responsabilité dans les massacres, même s'il se refuse à employer le terme de génocide. Un travail de restitution des crânes héros et Namas volés ou emportés est actuellement en cours. Voilà pour la tragique histoire du Club Herero. Le chef historique, Samuel Maharero, est mort en exil en 1923. Il est considéré par le peuple namibien comme un héros. On peut voir quand même, dans cette triste histoire, les prémices de ce qui sera réservé en Europe aux ennemis de la race aryenne bien des années plus tard. Merci d'avoir suivi cette histoire avec moi et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Transmission Orale. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez, commentez et rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Transmission Orale.